Saviez-vous qu'il existe un pays où l'on peut mettre fin à un mariage en seulement 3 mots, que ce soit prononcé en personne ou par téléphone? Aucun notaire n'est nécessaire, aucune documentation à fournir, aucune réunion face à face avec quiconque n'est exigée, et surtout, il n'est même pas obligatoire d'en donner la moindre raison. Dans cet endroit singulier, les célébrations nuptiales sont soumises à des règles strictes, la consommation excessive de nourriture y est interdite, et il arrive même que les jeunes mariés soient arrêtés pour avoir enfreint ces lois. Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir des pleurs lors des funérailles, au point d'être punissables? Cela paraît totalement incroyable, mais ce pays existe bel et bien. Il s'agit du Tadjikistan. Isolé, montagneux, presque oublié du reste du monde. Pourtant, sa réalité pourrait vous surprendre profondément, jusque dans votre âme. Aujourd'hui, avec Bella Munda, nous vous emmenons explorer l'un des pays les plus secrets d'Asie centrale. Commençons par sa localisation et ses caractéristiques géographiques. Lorsqu'on évoque l'Asie, on pense souvent à des noms comme la Chine, le Japon ou l'Inde. Si l'on se concentre plus particulièrement sur l'Asie centrale, alors les pays qui viennent généralement à l'esprit sont l'Afghanistan, le Pakistan ou encore le Turkménistan, un pays que l'on connaît un peu plus, mais dont on ignore souvent ce qui le rend si particulier. Pourtant, qu'en est-il du Tadjikistan? Peut-être que vous n'en avez jamais vraiment entendu parler, ou si oui, brièvement, sans jamais connaître ce qui fait sa singularité. Et c'est précisément ce qui motive notre voyage, partir à la découverte de ce pays presque invisible sur la carte, un véritable territoire secret. Le Tadjikistan est une ancienne république soviétique située au cœur même de l'Asie centrale. Il partage ses frontières avec l'Afghanistan au sud, l'Ouzbékistan à l'ouest, le Kirghizistan au nord, et la Chine à l'est. En somme, il est littéralement coincé entre plusieurs régions au pouvoir fluctuant, traversé par des conflits incessants et entouré de montagnes imposantes. Quelles sont ces montagnes, vous demandez-vous? Plus de 90% de son territoire est recouvert de montagnes, dont certaines parmi les plus impressionnantes du continent asiatique. La chaîne de montagnes souvent appelée « le toit du monde » s'élève au-dessus de 7000 mètres en certains endroits, abritant certains des sommets les plus hauts d'Asie. Ajoutez à cela un territoire relativement petit, d'environ 140 000 km², soit moins de la moitié de la superficie de l'Espagne. Quant au climat, il est extrême, selon l'altitude, il peut varier du chaud torride à un froid glacial. Alors, quel est le résultat de tout cela? Un pays isolé, presque inaccessible, mais en même temps doté de paysages à couper le souffle et d'histoires que le reste du monde ignore totalement. C'est ici que débute notre voyage. Passons maintenant à l'histoire de ce lieu mystérieux. Bien avant que le Tadjikistan ne devienne un pays montagneux isolé, cette région située au cœur de l'Asie abritait certaines des civilisations les plus puissantes de l'histoire mondiale. Pendant de nombreux siècles, cette terre a été une étape cruciale sur la célèbre route de la soie, un réseau de voies commerciales reliant l'Est à l'Ouest. Des caravanes allant de la Chine aux marchands du Moyen-Orient, en passant par les conquérants d'Asie centrale et même Alexandre le Grand lui-même, ont traversé ces terres lors de leur campagne. Pendant la majeure partie de son histoire, le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tadjikistan était sous la domination de puissants voisins, souvent en conflit ou en rivalité. Depuis l'aube de son histoire, le territoire que l'on nomme aujourd'hui le Tadjikistan a été le théâtre de multiples invasions et influences, qui ont façonné son identité complexe et riche. Tout d'abord, cette région a été sous la domination des Perses, dont l'empreinte culturelle, artistique et scientifique demeure encore visible dans le patrimoine du pays. Par la suite, ce furent les États islamiques médiévaux, notamment l'Empire samanide, qui ont instauré une période de prospérité sans précédent, marquée par un essor dans les arts, les sciences et la littérature, qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire locale. Ces dynasties ont permis l'épanouissement d'une civilisation raffinée, dont l'héritage continue d'alimenter la fierté nationale. Cependant, cette période de stabilité et de rayonnement fut rapidement interrompue par les invasions mongoles, menées par le fameux Gengis Khan, dont la progression destructrice n'épargna rien sur leur passage. La violence et la brutalité de ces conquêtes laissèrent derrière elles un pays dévasté, confronté à un chaos sans précédent. Plus tard, au XIXe et début du XXe siècle, ce territoire fut annexé par la Russie impériale, qui en fit une partie intégrante de l'Empire russe, puis, après la révolution bolchevique, une république au sein de l'Union soviétique. Pendant cette longue période,
qui représenta un siècle complet, le pays fut soumis à une domination étrangère constante, oscillant entre une vision de colonie exploitée et celle de province intégrée à un vaste empire. Ce n'est qu'en 1991 que le Tadjikistan a officiellement accédé à l'indépendance, coïncidant avec l'effondrement de l'Union soviétique. Néanmoins, cette libération fut plus source de douleur que de bonheur. Dès l'année suivante, le pays sombra dans une guerre civile sanglante, qui dura près de 5 années, faisant des dizaines de milliers de morts et anéantissant la fragile économie encore en reconstruction. Depuis cette période sombre, le Tadjikistan lutte pour se relever, pour retrouver la stabilité et la prospérité. L'atmosphère qui règne dans cette nation demeure encore pesante, marquée par la pauvreté, la dégradation des infrastructures et le départ massif de ses habitants vers l'étranger, dans l'espoir d'une vie meilleure. La gouvernance demeure concentrée entre les mains du même président depuis plus de 2 décennies, ce qui témoigne d'un pouvoir consolidé, malgré les aspirations à plus de démocratie. En somme, l'histoire du pays est celle d'une domination ancienne, d'une résistance persistante et d'un oubli collectif, où chaque étape semble renforcer la quête d'identité et de reconnaissance. Le Tadjikistan, ainsi, a passé une grande partie de son existence sous la tutelle d'autres nations ou empires, ce qui explique en partie la difficulté qu'il éprouve aujourd'hui à définir clairement qui il est réellement et dans quelle direction il doit aller. Sa population, quant à elle, s'élève à un peu plus de 10 millions d'habitants, dont la majorité est composée de Tadjiks, mais où cohabitent aussi des Ouzbeks originaires de l'Ouzbékistan, des Russes issus de l'ex-Union soviétique, ainsi que des Kirghizes du pays voisin, le Kirghizistan. Ces différentes communautés ont conservé leurs traditions, leur cuisine, et même leurs dialectes, créant ainsi un patchwork culturel vibrant et vivant. Ces dernières années, un flux important d'Afghans a traversé la frontière, en quête d'asile face aux troubles qui secouent leur propre pays, apportant avec eux leurs propres coutumes, leurs spécialités culinaires, et des manières de parler qui enrichissent encore davantage la mosaïque sociale du Tadjikistan. La majorité de la population vit cependant dans un environnement où ces groupes se côtoient dans une relative harmonie, en particulier dans les zones montagneuses reculées, où la vie reste simple et ancrée dans des traditions ancestrales. La religion dominante dans cette région demeure l'islam sunnite, qui influence profondément la vie quotidienne, même si, paradoxalement, de nombreux Tadjiks continuent de suivre des coutumes qui semblent remonter à un passé lointain, mêlant croyances religieuses et pratiques traditionnelles. Par exemple, la célébration du Nouvel An persan, appelé Navru, constitue une tradition vivante, où l'accueil du printemps s'accompagne de danses, de repas spéciaux et de rituels liés à la nature. Dans cette cérémonie, il n'est pas rare de faire des vœux dans des sanctuaires perchés en haut des montagnes, ou de porter des âmes numéro 4. La nourriture occupe une place centrale dans la vie quotidienne et la culture du Tadjikistan, incarnant bien plus qu'un simple besoin vital. Elle représente avant tout un vecteur d'hospitalité, de convivialité et de respect mutuel. Dans ce pays aux traditions profondément ancrées, chaque repas est une cérémonie où tout tourne autour d'un espace particulier, généralement le sol ou, plus précisément, une surface plane que l'on appelle communément le dostakan. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la plupart des foyers tadjiks ne disposent pas de table ou de chaises, ce qui confère à la convivialité et à la simplicité des repas une dimension authentique et chaleureuse. Le repas commence souvent par une série de petites collations, telles que des fruits secs, des noix ou encore des morceaux de holva, une confiserie sucrée à base de farine et de miel ou de sirop. Ces amuse-gueules, servis en prélude, mettent en appétit tout en permettant aux convives de partager un moment de douceur. Vient ensuite la soupe, un plat léger mais nourrissant, suivi de la viande, qui peut prendre diverses formes selon la saison et la disponibilité, mais dont le point d'orgue reste le fameux pilaf, aussi appelé « ose » dans le dialecte local. Ce pilaf, préparé avec soin, consiste en un riz long, mijoté avec des carottes, de l'agneau et une généreuse quantité d'huile, cuit lentement dans un chaudron profond placé au bord du feu. Parfois, le chef y ajoute des pois chiches, des fruits secs ou même des têtes d'ail entières, apportant ainsi une richesse aromatique et une texture variée. La particularité de ce plat réside aussi dans sa manière de se partager. Il est traditionnellement servi dans un seul grand plat, que l'on mange à la cuillère ou à la main, de façon rustique mais conviviale, symbolisant l'union et la solidarité du groupe. Mais à toutes ces traditions culinaires, il faut ajouter un élément fondamental, le pain. Ce dernier, souvent rond et plat,
cuit dans un four en terre cuite, accompagne absolument chaque repas. Sa présence est si essentielle qu'aucune table ne semble complète sans lui. Bien que l'on puisse servir du riz, de la viande ou des fruits, l'absence de pain laisse un sentiment d'incomplétude, comme si la table ne contenait rien. Pour les Tadjiks, le pain n'est pas simplement un aliment, il est sacré. Son respect frôle la notion de sainteté. Si par malheur un morceau de pain tombe au sol, personne n'oserait le jeter. Il serait plutôt placé sur un mur, sur le toit ou sur une pierre, de manière à ce que les oiseaux ou les chiens puissent le manger, témoignant ainsi d'un profond respect pour cet aliment précieux. Il est strictement interdit de placer un pain plat à l'envers, car cela porte malheur. La seule exception acceptée consiste à y déposer un autre pain plat, en signe de respect et de continuité. Briser ces règles serait considéré comme un manque de considération pour la maison et ses traditions. Un autre plat traditionnel incontournable est le kurutop. Il s'agit d'un bouillon dans lequel flottent de petites boulettes de fromage séché dissous dans de l'eau, versées sur des morceaux de pâte feuilletée, agrémentés d'oignons frits et de légumes. Ce plat, sans viande, mais riche en arômes et en texture, évoque la simplicité, la générosité et la profondeur de la cuisine tadjike. Tout ce qui est partagé autour du cercle central lors des repas reflète cette même philosophie d'unité et d'harmonie. En été, le marché ou bazar se transforme en un véritable festin pour les sens, débordant de fruits frais, melons, grenades, abricots, raisins, figues. Tous ces produits, naturels et peu coûteux, incarnent la générosité de la terre. Ces délices sont toujours accompagnés d'un thé vert, qui est devenu presque une extension du corps des Tadjiks. Servi chaud, sans sucre, dans de petites tasses sans anse, ce thé accompagne chaque moment de la journée, le petit déjeuner, le goûter, ou après le dîner. À tout instant, l'heure du thé est une invitation à la pause, à la conversation, à la convivialité. Le salon de thé, lieu central de la vie urbaine, joue un rôle essentiel dans la communication et le partage. On y retrouve des personnes assises par terre, échangeant des histoires, riant, discutant, rompant le pain et buvant du thé dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Au Tadjikistan, la société repose profondément sur un tissu complexe de traditions et de coutumes anciennes, qui influencent chaque aspect de la vie quotidienne, depuis la manière dont on sert le thé jusqu'aux règles tacites qui régissent la vie d'un couple marié. Ces traditions, transmises de génération en génération, façonnent la façon dont chaque individu se comporte, interagit avec les autres et perçoit le monde qui l'entoure. Le mariage, par exemple, demeure l'événement social le plus significatif et le plus solennel dans la vie d'un Tadjik. Il ne s'agit pas simplement d'une union entre deux personnes, mais d'une cérémonie d'une importance capitale, qui rassemble famille, amis et voisins pour célébrer cette étape fondamentale. Dans les zones rurales du pays, où les traditions sont encore très vivaces, on constate que le mariage peut parfois intervenir dès l'âge de 15 ans, malgré la législation qui impose un âge minimum de 18 ans pour contracter un mariage légal. Ces mariages précoces, souvent arrangés par accord mutuel entre familles, restent une réalité que la loi tente de limiter, mais qui persiste encore dans certains milieux. Généralement, c'est la famille du fiancé qui doit verser une somme d'argent à celle de la future épouse, une pratique qui symbolise la reconnaissance et l'engagement, mais qui couvre aussi souvent les coûts liés à l'organisation de la cérémonie. La tradition veut que cette somme soit en espèces, et son montant tend à correspondre approximativement aux dépenses nécessaires pour assurer la réussite de la fête et du mariage en lui-même. Un mariage au Tadjikistan est un véritable événement festif, souvent somptueux et grandiose, où la nourriture abondante, la musique, les danses traditionnelles et la joie collective occupent une place centrale. La célébration rassemble des invités venus de tous les villages aux alentours, créant une atmosphère de convivialité et de partage intense. Autrefois, ces fêtes étaient encore plus éclatantes, mais ces dernières années, sous la pression de directives venues d'en haut pour limiter les excès, certains aspects excessifs ont été atténués. Néanmoins, l'esprit de fête reste intact, et chaque détail témoigne de l'importance accordée à cette étape de la vie. Après la cérémonie, si du reste d'argent subsiste, il est souvent dépensé en achat de nourriture ou de cadeaux pour la famille et les amis. Une pratique curieuse, mais profondément ancrée, consiste à jeter une partie du pourboire de mariage aux demoiselles d'honneur, dans l'espoir que celui ou celle qui attrapera la pièce ou le billet sera assuré d'un amour heureux et prospère. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple tradition de lancer un bouquet, mais en réalité,
les véritables significations et rituels commencent après que le couple ait vécu une vie de bonheur conjugal. De nombreux jeunes hommes tadjiks se marient et, peu de temps après, partent en quête d'opportunités à l'étranger pour travailler. La séparation géographique ne met pas fin à leur vie conjugale, mais transforme plutôt la dynamique familiale. La femme qui reste à la maison ne devient pas seulement l'épouse, mais aussi la mère, la gestionnaire du foyer et parfois même la tutrice des belles-filles, si elles existent. La femme devient une présence quasi permanente, sous surveillance constante, et la vie de couple peut souvent se réduire à une coexistence difficile. Dans le cas où le mariage ne fonctionne pas, la procédure de divorce est relativement simple pour l'homme. Il lui suffit de prononcer 3 fois le mot « talak », même par téléphone, pour être libéré de ses obligations conjugales. La femme, en revanche, doit faire face à un processus long et éprouvant, souvent marqué par la stigmatisation et le rejet social. Elle se retrouve isolée, marginalisée, et doit souvent faire face à des accusations ou à un blâme implicite qui rend sa réintégration dans la société plus difficile. Un aspect culturel particulièrement intéressant, que l'on ne peut oublier, concerne l'apparence physique. Dans les zones rurales du Tadjikistan, il est rare de voir des sourcils fins ou très peu fournis. La norme esthétique veut que les sourcils soient épais et bien dessinés, voire reliés entre eux par maquillage ou tatouage temporaire. Pour les femmes, avoir des sourcils larges et séparés est considéré comme un signe de beauté, de pureté et de fierté féminine. Ce n'est pas considéré comme étrange ou laid, mais plutôt comme un symbole fort de leur identité et de leur fierté de leur apparence. En parlant de fierté et de respect, il est essentiel de souligner que ces valeurs s'accompagnent de règles sociales strictes. Les hommes saluent généralement par une poignée de main isolée par la majesté imposante des montagnes, protégée par des vallées profondes et presque oubliée par le tumulte touristique. Le Tadjikistan dévoile des paysages qui ressemblent à des œuvres d'art, comme si chaque vue avait été soigneusement peinte par un artiste inspiré. Ceux qui osent s'aventurer dans ces régions reculées découvrent rapidement que, malgré le fait que ce pays reste l'un des moins connus de toute l'Asie centrale, il offre des spectacles naturels d'une beauté à couper le souffle, des spectacles qui restent gravés dans la mémoire et ne peuvent être effacés. Le voyage commence souvent dans la capitale, Dushanbe, une ville calme, aux larges avenues bordées d'arbres et de verdure, où il est possible de ressentir une atmosphère de sérénité. Dans cette ville, se trouve le Musée national du Tadjikistan, un lieu où l'histoire du pays prend vie à travers des collections retraçant l'évolution de ses civilisations, depuis les traces laissées par l'âge de pierre jusqu'aux reliques de l'époque soviétique. Pourtant, pour découvrir la véritable essence du pays, il faut s'éloigner du centre urbain, car c'est là que tout change radicalement. Bientôt, sous nos yeux émergent les sommets enneigés des montagnes Fan, une chaîne montagneuse majestueuse qui dissimule en son sein les célèbres 7 lacs, connus sous le nom de 7 joyaux. Chacun de ces lacs possède une couleur unique, allant d'un bleu profond à un vert émeraude brillant, formant un tableau naturel d'une diversité chromatique exceptionnelle. Au cœur de cette splendeur, je me remémore un ancien nom, Alexandre le Grand. On raconte qu'il serait passé par ici, et en son honneur, l'un des lacs porte le nom d'Iskanderkul. Pour ceux qui ne le savent pas, Iskander est la version locale du nom Alexandre. La question demeure, est-ce une vérité historique ou simplement une légende? Personne ne peut le confirmer avec certitude. Une chose est certaine, ce lac est d'une beauté saisissante. Sa surface, miroir parfait, reflète la majesté des montagnes environnantes, entourées de murs de pierre qui semblent se fondre dans l'eau, comme si la nature elle-même avait peint cette scène. Si l'on souhaite se perdre dans la nature la plus authentique, le tracé de la route de Pamir, considéré comme l'un des plus hauts du monde, constitue l'endroit idéal. Il traverse le pays d'un bout à l'autre, coupant à travers vallées, plateaux et zones reculées où l'on peut encore entendre parler la langue Yagnob, un dialecte ancien qui a survécu dans quelques villages de la vallée éponyme. Ce pays, avec ses lieux enchanteurs, sa gastronomie, son histoire riche et ses traditions ancestrales, possède une magie qui opère sur tous ceux qui le visitent. Cependant, comme nous allons le voir, tout ici n'est pas aussi simple qu'il paraît, car l'arc-en-ciel de la vie politique et sociale ne se déploie pas sans complexité. Au centre de cette complexité se trouve le chiffre symbolique de 7, un nombre qui représente l'homme qui gouverne tout. Rappelons que nous avions évoqué, précédemment, des mariages qui, à cause de restrictions et de coutumes strictes, ne peuvent plus être arrangés comme ils l'étaient autrefois. Et maintenant,
Vous comprendrez pourquoi. Depuis 2092, le Tadjikistan est sous la domination d'un seul homme, un certain Emomali Rahmon. Il a modifié la constitution, levé les restrictions sur le nombre de mandats présidentiels, et depuis 2016, la loi lui permet de rester éternellement au pouvoir, littéralement. Aujourd'hui, Rahmon est presque perçu comme une figure sacrée, une sorte de pilier national. Il porte le titre de « fondateur de la paix et de l'unité nationale » et son image orne tous les espaces publics du pays. Les médias d'État le comparent constamment au soleil, symbole de stabilité et de puissance, et chaque citoyen est tenu de s'adresser à lui avec le titre respectueux de « Votre Excellence ». Mais son influence dépasse largement ces symboles. Son fils dirige le Parlement, sa fille est à la tête de l'administration présidentielle, son gendre contrôle la Banque centrale, et de nombreux hauts responsables du gouvernement proviennent du même village natal que Rahmon. En d'autres termes, le pouvoir s'est transformé en une affaire de famille, une dynastie qui s'étend dans tous les niveaux de la gouvernance. Ceux qui osent remettre en question ce système risquent la prison ou dé en 2018, une année qui restera gravée dans la mémoire collective. Un épisode marquant s'est produit lorsqu'un journaliste a été injustement emprisonné pour avoir osé dénoncer la corruption endémique qui gangrène son pays. Cet incident n'était qu'un exemple parmi d'autres des restrictions draconiennes qui régissent la vie quotidienne dans cette nation, où la liberté d'expression semble rétrécir chaque jour davantage. Aujourd'hui encore, il paraît que l'utilisation d'un vocabulaire trop sophistiqué ou complexe dans les médias ou même dans la correspondance courante peut entraîner des sanctions financières. Selon les autorités, un jargon trop abscon, difficile à comprendre pour le peuple, pourrait semer la confusion et compromettre la clarté de la communication publique. Il est même rapporté que, dans certains cas, un journaliste qui emploie des mots rares ou techniques pourrait se voir infliger une amende d'un montant équivalent à 100 $, une somme non négligeable dans ce contexte. La liberté de parler librement est ainsi soumise à des contraintes rigoureuses, et même la langue, dans ses nuances, devient un terrain de contrôle. Par ailleurs, la religion occupe une place centrale dans le contrôle social exercé par l'État, qui veille scrupuleusement à faire respecter ces règles strictes. Il est formellement interdit de porter un foulard ou une barbe longue, des pratiques considérées comme symboles de foi, mais également de conduire ses enfants à la mosquée ou de réaliser un pèlerinage à la Mecque avant l'âge de 40 années. Même poursuivre des études dans des écoles islamiques privées peut devenir un sujet de préoccupation et poser des problèmes administratifs ou légaux. La liste des interdictions ne s'arrête pas là, et chaque aspect de la vie quotidienne semble soumis à des restrictions qui reflètent une volonté de contrôler toutes les facettes de l'existence des citoyens. Prenons l'exemple de célébrations culturelles ou festives. Si vous souhaitez fêter le Nouvel An, cela est tout simplement interdit. Pas de musique forte, pas de feux d'artifice pour accueillir la nouvelle année. Même la figure emblématique du Père Noël, symbole de la fête, a été déclarée comme étant un extraterrestre ou un symbole étranger, indésirable dans ce contexte. Les anniversaires, en particulier, doivent se tenir exclusivement à la maison, et organiser un banquet dans une salle ou un restaurant est prohibé, sous peine de sanctions immédiates. En cas de tentative de célébration somptueuse ou ostentatoire, la police n'hésite pas à intervenir en frappant à la porte, en confisquant les plats ou en accusant la famille de gaspillage ou d'ostentation. Ces mesures, bien que sévères, se sont avérées fréquentes, faisant partie d'une réalité quotidienne pour beaucoup. Même lors de moments de deuil, la liberté de pleurer ou de rendre hommage à un défunt est fortement encadrée. En 2017, les autorités ont interdit tout cri fort, toute procession funéraire bruyante ou gestes excessifs lors des funérailles. Il est désormais interdit de se déchirer les cheveux, de frapper sa poitrine ou de manifester sa douleur en public. Le deuil doit rester silencieux, discret, conforme à une idée de modestie imposée par l'État. Toutes ces mesures, justifiées par ses responsables au nom de la moralité publique et de la modestie, ne sont en réalité qu'un moyen de renforcer un contrôle absolu sur la population. En empêchant même les familles de pleurer en paix, le gouvernement témoigne de sa volonté de surveiller chaque aspect de la vie privée, sous prétexte de préserver l'ordre moral. Tout cela s'inscrit dans une philosophie où la modestie n'est qu'un prétexte, et où, à y regarder de plus près, le véritable objectif semble être un contrôle total de la société par un État qui ne laisse aucune marge de liberté. La liberté de vivre, de s'exprimer, de célébrer ou même de pleurer en toute intimité est ainsi graduellement érodée, remplacée par une surveillance constante et une réglementation rigoureuse.
En somme, ce pays, à la fois magnifique par son histoire et sa culture, reste marqué par des contrastes profonds, qui défient toute explication simple ou évidente. Son visage complexe révèle une société où la tradition et la contrôle étatique se mêlent, créant un paysage à la fois fascinant et oppressant. J'espère que cette immersion dans cette réalité particulière vous aura plu et permis de mieux comprendre un pays dont la richesse culturelle contraste avec la dureté de ses lois. Si cette narration vous a intéressé, n'hésitez pas à réfléchir à la complexité de ces sociétés où la liberté reste souvent un concept fragile, soumis à des interprétations strictes. La suite de notre voyage dans les contrées du